Américains débarquent entre la nuit du 14 et du 15 août 1944. Ils ont quasiment 900 navires pour faire l'assaut, entre guillemets, plus tous les navires de débarquement, donc c'est une force absolument gigantesque. L'objectif étant à terme de débarquer quand même 350 000 hommes, c'est-à-dire que quasiment 2 fois plus que sur le D-Day en Normandie. Mais au démarrage, effectivement, peu de soldats, puisqu'à entre guillemets à peine 50 000 hommes face à 80 000 Allemands. La grosse différence, c'est que ici les défenses, les fortifications sont très faibles. Là où le mur de l'Atlantique, c'est un gros réseau de fortifications avec énormément de bunkers, avec énormément de systèmes de défense. En Provence, c'est pas tout à fait le cas. Alors que ce soit par l'effet du chant des cigales ou par le fait qu'ils contrôlent absolument plus rien dans l'arrière-pays parce que la résistance a quasiment pris le contrôle d'à peu près tout en dehors des routes et des points forts. Les Allemands n'ont pas construit de grosses lignes de défense en Provence. Ils ont surtout mis des mines pour tenter d'arrêter des vagues d'assaut, mais c'est pas du tout suffisant. Même si toutes les mines réussiront pas à être enlevées, ce qui va causer quelques dégâts sur certaines plages de débarquement. Le fait est que comme ils ont un réseau de défense qui est bien moins puissant, sur l'une des plages de débarquement, juste sur les premières dizaines de mètres, sur les dizaines de morts et potentiellement centaines de capturés allemands, on compte à peine quelques dizaines de touches côté américain. Les Allemands se font littéralement pulvériser. J'écoutais tout à l'heure un commentaire d'un marin américain qui servait sur une frégate et qui se trouvait sur la ligne de bataille devant le cuirassé Texas, qui explique assez bien la puissance de feu que les Allemands se sont pris en travers du museau. En plus de ça, les Alliés ont rajouté, histoire d'être sûrs de leur coup, une opération de diversion un peu plus loin. Ce qui fait que les 80 000 soldats allemands sont en réalité pas du tout présents sur les plages de débarquement, ce qui va très vite donner l'avantage aux Américains. Et en fait, très vite, à chaque fois que les Allemands vont tenter de mettre une nouvelle ligne de défense, ils vont se rendre compte dans l'heure qui suit que la ligne de défense elle a déjà été prise, elle a déjà été dépassée. Et on a comme ça toute une série de retraites où à chaque fois ils essayent de remettre une ligne de défense désespérément en essayant de contenir la poussée jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que de toute façon ils arrêteront plus rien. La dernière bataille majeure, entre guillemets, ayant lieu à Montélimar, juste de l'autre côté du Rhône, qui scelle définitivement le fait que les Allemands ont perdu le sud de la France et vont se replier à toute berzingue vers le nord. Hitler va quand même te donner des ordres, un peu comme à Paris, mais je pense qu'on le verra après, de se battre jusqu'au dernier homme, de tout détruire, bref, Hitler quoi, hein, comme d'hab. Qui ne sont évidemment pas respectés, hein, surtout qu'en plus on l'a dit tout à l'heure, les garnisons elles sont pas forcément que allemandes, et les garnisons de Marseille et de Toulon vont assez rapidement se rendre, même s'il y a quelques morts, quelques dégâts quand même côté français, puisque les troupes françaises, contrairement aux Américains qui avaient demandé aux Français de foncer vers le nord pour essayer de couper la retraite des troupes allemandes, potentiellement celles de Toulouse et de Bordeaux, les troupes françaises veulent absolument s'emparer de Marseille et Toulon, qui sont des symboles assez importants, ce qui fait qu'ils vont lancer des assauts assez rapides sur les villes, ils vont quand même perdre 5000 hommes, ce qui est quand même important, même si on est très très loin encore une fois des offensives gigantesques, que ce soit d'ailleurs en Normandie ou sur le front de l'Est, on n'est pas tout à fait sur les mêmes pertes. Après, si je peux me permettre, juste, Vas-y. Hitler, après la contre-offensive ratée de Mortain, il me semble quand même qu'il baisse les bras pour la France. Enfin, il autorise le repli des troupes allemandes de la France. Contrairement au front de l'Est où il veut que ses troupes restent sur place, après Mortain, même lui comprend que la France est perdue et de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il n'a plus d'armée, mais il autorise ses troupes à se replier. Donc d'abord derrière la Seine et puis après, vu qu'ils se sont tournés de partout, il autorise la retraite jusqu'à la ligne Siegfried, où là, par contre, les troupes allemandes sont sommées de rester. Donc il y a quand même une prise de conscience, très tardive. Heureusement pour nous, très tardive. Par rapport à la chute de Marseille et de Toulon, effectivement, il y a un petit changement de. C'est-à-dire qu'entre-temps, il n'y a plus de front de toute façon. Donc les officiers de l'armée allemande arrivent à faire entendre à Hitler que de toute façon, c'est foutu. Donc à un moment donné, quand faut y aller, quoi. Ah oui, clairement, il faut rentrer à la maison. Mais pour le coup, comme à Paris, il a tenté au début en tout cas, de faire de Marseille une ville martyre, parce que l'objectif était de faire payer aux Alliés leurs offensives, ce qui fort heureusement n'a pas eu lieu. Et aussi de rendre le port de Marseille inutilisable pour la logistique alliée. C'est ça qui est assez paradoxal aussi, c'est que Marseille a été très oublié pour le reste du conflit, notamment parce que les Anglais n'y voyaient pas une importance stratégique majeure. Montgomery notamment ayant espéré qu'on envoie plus de troupes en Normandie plutôt qu'en Provence, dans l'objectif un peu fou des Anglais d'être à Berlin avant les Russes, tout comme d'ailleurs à la base ils voulaient pas l'opération de Provence pour pouvoir tenter de remonter en Italie et dans les Balkans, ce qui quand on connaît les Alpes un minimum est quand même une idée particulièrement osée, en tout cas depuis Hannibal, qui n'a été réussi à ma connaissance par pas beaucoup d'armées, pas forcément stratégiquement
la chose la plus brillante pour le coup de Montgomery ou Churchill, surtout qu'en plus les ports de la Manche sont déjà complètement surchargés par les troupes déjà sur place, au point qu'ils ont du mal à ravitailler tout le monde en munitions et en essence. Et en sachant qu'en plus, une fois Marseille reprise sans sabotage, elle fera passer plus d'un quart, je crois que c'est 26% du trafic, que ce soit en munitions, en pétrole, etc., vers le front. Il libérait en plus avec quasiment un mois d'avance sur les plans, hein, avec l'opération, les libérations de tout le sud de la France est arrivé, mais un mois plus tôt que ce qu'ils avaient prévu, c'est très impressionnant. Hein. Bah, c'est-à-dire que comme de toute façon le front allemand il s'est effondré, les officiers sur place ont fait bon bah y a personne en face, on y va quoi. Hein, c'est vrai que voilà, les Français débarquent 5 jours plus tôt que prévu. Il y a vraiment tout un effet boule de neige où on se rend compte que, je pense aussi côté allemand comme côté allié, on se rend compte que tout ce que les Allemands avaient encore réellement de troupes fortes, c'était face aux troupes alliées en Normandie et puis une fois que tu le contournes, bon voilà quoi. Ouais, il n'y a plus rien, derrière. Donc, Ça devient très très dur. Après d'un autre côté, logistiquement, on peut pas imaginer. Imagine que t'es officier de la Wehrmacht à Toulouse à ce moment-là, tu vas pas faire. Non, on va rester là. On va les attendre. Je les prends moi les Franzos. Je les attends moi. Tu vois, bon, c'est pas trop. Surtout quand t'as plus de chars, quand t'as plus rien, bon, à un moment donné, et qu'accessoirement, pour quiconque connaît un peu l'histoire de la résistance, c'est que très rapidement, tous les maquis en ont profité pour se soulever, hein, parce que déjà avant le débarquement, pareil, on a des lettres de soldats allemands qui expliquent assez bien que, ou des journaux intimes qui expliquent assez bien que, en fait, en dehors de certaines garnisons et de certaines routes qui peuvent emprunter avec beaucoup de chars, beaucoup de blindés, de chenillés et autres, et sur lesquels ils sont plus ou moins protégés, dès qu'ils sortent des grands axes, ils sont canardés, quoi. Une fois sur deux, ils sont canardés. Ouais. Donc, sans vouloir faire jouer les muscles du maquis français, je pense que les maquis toulousains élevés à la graisse de canard, les maquis du pays, s'ils étaient tombés sur des restes de troupes allemandes qui n'avaient pas eu le temps de se retirer, on aurait fait du cassoulet. Ouais, voilà, ils les auraient mis dans la marmite et puis c'est tout. Bon, à ce titre d'ailleurs, on en rigole, mais c'est vrai que quand même on peut peut-être le citer pour cet épisode, puisque c'est une révélation qui est quand même assez récente. On a comme ça un ancien résistant qui a révélé l'existence d'un charnier. Je ne rappelle plus la date, mais je crois que c'est de ce moment-là de la guerre que des résistants justement ont attrapé des soldats allemands. Sauf que comme ils avaient ni l'endroit pour les garder, ni la capacité d'encaisser un retour de bâton si jamais il y avait la moindre fuite, c'est-à-dire un raid punitif de la part du reste de l'armée allemande, ils ont tout simplement exécuté des prisonniers. Hein, qu'ils ont mis dans un fossé. Et l'affaire est restée un secret, bien gardé quand même, parce qu'il y avait quand même plus de 20 ou 30 participants côté de la résistance française. Donc personne n'a jamais évoqué la chose. Jusqu'à il y a, je crois que c'est quelques mois ou un an, je sais plus, c'est assez récent. Ah ouais. Le dernier encore vivant a décidé de parler, histoire que la chose ne tombe pas dans l'oubli, en considérant que voilà, ce qui avait été fait avait été fait. Je crois qu'il y a eu des recherches pour ce charnier fait par, je sais plus, une gendarmerie ou des archéos, et on n'a rien retrouvé sur place. La mémoire de ce monsieur a dû flancher un peu parce que j'en avais entendu parler et on n'avait rien retrouvé. Ça a fait un petit peu un petit peu de bruit parce que forcément c'est aussi les aspects les moins glorieux de la résistance qu'il faut pas oublier. C'est sûr que il y a tout le côté, effectivement, on renvoie un envahisseur chez lui, il y a une grosse solidarité nationale, etc. Faut pas oublier les aspects les plus sombres aussi, qui sont que il y a quand même des soldats dont certains ne sont pas des Allemands, comme on l'a dit, ne sont pas des nazis, qui vont aussi être exécutés froidement, juste en représailles, soit parce que en l'occurrence ils avaient pas de moyens de les garder, et par peur que les types s'échappent, ils les ont exécutés. Ça fait partie des points un peu plus sombres, on va dire, de la guerre. Après, de là, personnellement, à juger des actes, on sait pas trop dans nous ce qu'on ferait si on était dans les mêmes circonstances, quoi. Même si on sait que c'est un crime de guerre, même si on sait que c'est horrible, voilà, c'est qu'est-ce que nous on ferait si on était placé dans cette situation-là. Ce qui est intéressant, impossible de le savoir. Je trouve comme questionnement pour nous, parce que la résistance, en tout cas quand on la prend à toute petite échelle, c'est quand même aussi un phénomène qui est très local. Décider de résister, de collaborer ou de rester neutre, attentiste, comme on a dit, pour 90% de la population. Hein. Parce que oui, contrairement à ce qu'a dit le général de Gaulle, comment toute la France n'a pas été résistante. 90% des gens ont simplement attendu que ça se passe. C'est assez difficile de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire nous et dans quelles circonstances.
Parce que résister, c'est quand même prendre d'énormes risques pour soi, pour sa famille, pour son village même. Hein. On le voit sur certaines représailles, hein, au Radour-sur-Glane, au Bien hasard. sûr, ouais, notamment. Voilà, c'est tout ça. Je pense que ça se pose des questions qui sont intéressantes sur soi, autant que sur la grande histoire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.